Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tout le groupe. Maximum de partage. J'espère que vous allez bien. Voilà, quant à moi, alhamdoulilah, je vais super bien. Voilà. Bon, pour tous ceux qui ont suivi l'actualité d'aujourd'hui, vous savez, les poutistes, ils sont en campagne à travers le pays. La propagande. Voilà. Et c'est cette question que nous nous posons chaque jour. Si le CNRD aujourd'hui intimide tous ceux qui disent non à cette constitution, alors ça sert à quoi d'organiser des élections? Si le résultat est déjà connu, pourquoi parler de référendum? Pourquoi parler d'élection? Et aussi, l'actualité, toujours, l'artiste indiscipliné, l'artiste, voilà, impoli, singleton à la barre. Et je vous avais dit la dernière fois qu'il n'avait pas de permis. Et voilà, c'est toujours l'ancien permis. Ceux qui soutiennent Mamadi, là, eux, ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Eux qui parlent de refondation, ceux qui soutiennent même la transition, comment vous pouvez rouler sans permis? Et comment donner une voiture avec l'argent du contribuable guinéen pour donner à quelqu'un qui n'a pas ses documents en règle? Vous donnez des véhicules aux gens, mais on ne respecte pas la règle. On ne respecte pas la loi chez nous. Donc, vous l'avez vu aujourd'hui, franchement, il me faisait pitié. Je ne savais pas qu'il était si bête, Singleton. Je ne savais pas qu'il était si nul. On lui demande, non, tu n'as pas de permis, que non, que parce que lui ne voyage pas. Singleton a fait combien de voyages? Il allait même dans mon village pour m'insulter. Il a fait le tour. Et il dit, non, je ne savais pas. Donc, quelqu'un peut conduire dans son quartier s'il n'a pas de permis. Et c'est là que j'ai compris que le gars, Singleton n'a rien dans la tête. Et franchement, j'ai eu pitié de lui. Parce qu'il n'avait rien pour se défendre. Oui. Et la dame qui était témoin, là, qui avait été citée la dernière fois, on l'a écouté aujourd'hui. Tout le monde dit la même chose. Excès de vitesse, arrogance. Et voilà. Et une partie aussi de sa sortie, et je vais rappeler aux avocats, Singleton vous a menti devant le tribunal aujourd'hui. Personne n'a signalé sa page. Rappelez-vous, c'est moi qui ai dit ici que Singleton, ce qui me choque, c'est le fait qu'après l'accident, il allait faire une vidéo le même jour, 2 heures après l'accident, il allait faire une vidéo sur sa page Facebook. C'est pourquoi il a désactivé son compte. Il a désactivé, ce n'est pas suspendu. Voilà. Quand on signale, on suspend. Lui, il peut avoir accès à ça. Je demande au juge, demandez Singleton, si sa page est suspendue comme il a dit, lui, il peut avoir accès. Une page suspendue, voilà, il peut accéder à ça. Mais les autres ne pourront pas voir. Comment tu peux mentir que non? C'est les gens qui ont signalé ta page. Il ment, monsieur le juge. Singleton vous a menti, c'est un menteur. C'est faux, c'est archi faux. Qui allait signaler sa page? Regardez-moi, un menteur comme ça. Qui va aller signaler toi ta page? On a juste montré la vidéo, c'est à cause de la vidéo. C'est lui-même qui a désactivé. Parce que quelques minutes, quelques heures seulement, 2 heures seulement, même pas 2 heures, je dirais comme ça. Il allait faire une vidéo sur sa page. Alors, Singleton, franchement, petit Erafema Kinikini, ça dit, tu as la bouche pour insulter, mais aujourd'hui, pour te défendre, tu ne peux pas. Misérable. Tu étais misérable. J'avais vraiment pitié de toi.
J'avais vraiment pitié de ce soi-disant singleton. Tu n'as pas de permis, imprudence, arrogance, et voilà, quelqu'un est mort. Et toi, tu vas te justifier comment? Tu n'as même pas de permis, tu veux rouler. Voilà. En tout cas, la justice, bon, comme tout est fait contre Ansou Damaro, le pardon est personnel, mais la loi là, personne ne doit être au-dessus de la loi. Oh, désolé. Partagez, j'appelle mon invité, maximum de partage. Oui, j'ai commencé là, je vous entends. Ah bon? Ben, j'ai pas... Bon, envoie encore la demande. Bon, partagez la famille. Donc, au fait, le cas de Singleton, moi, je ne suis pas tellement intéressé. Et aussi, vous vous rappelez, je vous ai parlé de plus de 800 véhicules que le CNRD a achetés. Plus de 800 véhicules qu'ils viennent d'acheter avec l'entreprise CFAO. Et ils ont distribué d'autres. Ils sont en train de donner d'autres au préfet. Ça dit, c'est incroyable. Ils font croire comme ils achètent au nom de l'État. Demain, quand ils ne seront pas là, vous allez voir les factures, les dépenses, mais ils sont en train de donner à quelques préfets, sous-préfets, des véhicules. Mais je vous dis, c'est plus de 800 véhicules qu'ils ont achetés avec la société CFAO. C'est incroyable ce pays. Bon, je ne vois pas ta demande. Il faut renvoyer encore. Ou tu m'envoies un message. Je ne vois même pas de message. J'ai un problème. Hein? Attendez, je vais renvoyer la demande. Bon, je ne sais pas pourquoi notre invitée, je n'arrive pas. Elle me dit qu'elle est là. Ben, je n'arrive pas à la retrouver. J'essaye de prendre notre invitée, mais elle n'est pas dans la demande. Bon, je n'arrive pas à te... Au fait, je ne sais pas c'est quoi le problème. Moi, je ne vois même pas de message ici. Je ne sais pas si c'est dû à la connexion. Je ne vois pas. Ok. Minute la famille. Vous savez, le CNRD, ils sont capables de tout. Ils veulent nous faire taire par tous les moyens. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils veulent nous faire taire. Et voilà, je vais essayer d'ajouter... Oh mon Dieu. Soit je vais reprendre le live parce que moi, je ne comprends pas. Dans l'autre téléphone, je vois les commentaires, mais de l'autre côté... Bon, les gens disent qu'ils me reçoivent très bien, mais au fait, notre invitée, je n'arrive pas à la prendre ici. Elle me dit qu'elle m'a envoyé le lien, mais moi, je n'arrive pas du tout. Je n'arrive pas, franchement. Dans ce cas, je vais reprendre encore le live pour qu'elle puisse monter. En tout cas, comme je disais, le cas de Singleton, il est mal barré. Il est très mal barré. Voilà. Il est très mal barré. Sauf si Mamadi Doumbouya influence sur la justice, voilà. Donc, je vais reprendre le live, ok? Désolé, Désolé la famille, nous avons un problème de connexion. Donc, je vais voir si votre invité pourrait être là. Voilà. Et... En fait, il y a un problème de connexion, mais je vais voir si elle pourrait rentrer dans le live. Comme ça, voilà. On pourra bien faire ce direct.
on pourra bien faire le live parce qu'on a un problème technique. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Mais je crois qu'elle va venir tout de suite. Donc, partagez pour l'instant pour que, voilà, maximum de partage. Maximum de partage. OK. Voilà. Je crois que ça va cette fois-ci. On aura la chance de partager au maximum. Partager au maximum. Voilà, partager au maximum. Il m'a envoyé le lien. Prions Dieu que ça marche. Oh mon Dieu. Pourtant, il m'avait envoyé. Renvoie encore, on va essayer encore. Pourtant, j'avais vu tout de suite, j'ai approuvé. OK, je crois qu'elle est là maintenant. Ça va. Ça marche, non? Bon, ça va, on va essayer avec. Partage. OK. Voilà, comme je t'ai dit, il y a un problème de connexion, mais c'est pas grave, on va faire avec. Pas de souci. Voilà. J'espère que les gens pourront suivre et pourront aussi nous écouter et comprendre. Donc, je crois que là, ça va. Oui, oui. OK. Attendez une minute. Bon, partagez au maximum. De suite, on avait un problème de connexion, mais ça va. OK. Non. C'est parfait. Bon, bonsoir famille. Voilà, elle n'est plus à présenter. C'est une Guinéenne qui se bat du côté de l'Europe, précisément en Allemagne. Voilà, elle se bat beaucoup pour nos compatriotes. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de politique en général sur notre pays, la Guinée. Voilà. Et je crois qu'il y a sûrement un petit problème de... Attends, je vais régler et on continue. Parce que ça, ce n'est pas le nom qu'on doit avoir. Donc, partagez la famille. OK, sans plus tarder, voilà, comme d'habitude, on aime que vous vous présentiez et puis voilà, nous allons continuer. D'accord. Merci encore une fois, mon frère Damaro, et toi aussi, en tout cas, un grand merci pour tout ce que tu fais, hein, parce que, encore une fois, je ne vais jamais cesser de le dire, sans toi et tant d'autres sur les réseaux sociaux, ce qu'actuellement, les Guinéens allaient être encore complètement coupés des réalités de notre pays. Grâce à toi, nous sommes au courant de beaucoup de choses qui se passent et tant d'autres. Merci à toi, merci pour cet excellent travail. Alors, en ce qui me concerne, je suis Aïssatou Gérib Baldé, je vis en Allemagne depuis, disons, plus de 20 ans maintenant. Je suis diplômée en sciences politiques et en journalisme en droit de l'Université de Hambourg. Et je pilote actuellement c'est un mouvement politique du nom de Alliance du peuple pour le changement. Et à côté, on a une ONG du nom de Guinée Solidaire Organisation et FAO qui essaie d'aider, d'accompagner nos compatriotes guinéens africains sur le sol allemand afin de pouvoir s'intégrer et donc surtout essayer de lutter contre le racisme, la discrimination qu'on essaie de connaître ici, malheureusement. Donc, notre ONG, elle existe officiellement depuis 2007. Donc, on se bat avec celle-là pour essayer de faire beaucoup de choses. Et donc, voilà, c'est ça, en ce qui me concerne, c'est ce que je peux dire sur ma personne. Je suis naturellement journaliste de profession. J'ai un site web que je gère du nom d'africainpanorama.com et je suis fonctionnaire de l'État allemand depuis 18 ans. C'est ça. Merci, voilà. Et la semaine passée, vous organisez des manifs du côté de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu concernant Oui. la manif? D'abord,
commencer, merci beaucoup pour la question. Pour commencer, vous savez, on a lancé ce qu'on appelle la synergie des forces vives du côté naturellement de la diaspora. Et on a lancé cette synergie-là dont nous, en tant que nouveau mouvement politique, nous faisons partie aussi de ceux qui ont initié comment cette synergie-là. Alors, on a lancé ces activités. Les activités, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? On a lancé des séries de manifestations en synergie. C'était le samedi dernier, le 6 septembre, disons, dans les capitales les plus grandes démocraties de ce monde, notamment, nous avons Paris qui a manifesté et nous avons la Belgique, Bruxelles qui a manifesté, nous avons Montréal, Canada qui a manifesté, nous avons Berlin, Allemagne qui a manifesté. Et nous, de notre côté, on était pratiquement du côté de Berlin. On est parvenu à manifester le samedi 6 septembre devant l'ambassade de Guinée à Berlin. Et les jeunes ont répondu à l'appel. C'est pas toujours facile, vous savez, parce que, en fait, comme vous le constatez, le CNRD essaie d'acheter la conscience des gens. Il y en a qu'on essaie d'intimider. Il y en a qu'on appelle pour essayer de leur dire, bah, écoutez, vous participez à des manifestations. On va peut-être faire de vos photographies. On prend vos photos. On envoie, en tout cas, même à l'étranger, malheureusement, on essaye de faire comme en Guinée. Mais tout de même, nous sommes sortis. On a essayé de respecter le mot d'ordre des forces vives en synergie. Vous avez vu du côté de Montréal, c'était une réussite. Du côté de Paris, pareil. Bruxelles, pareil. Et nous aussi, pareil. Parce qu'en fait, c'est qui compte dans cette histoire-là. Parce que vous voyez, quand on essaie de lancer, c'est-à-dire de demander l'autorisation d'une manifestation, en Allemagne ici, par exemple, on essaie de connaître le motif. Vous manifestez pourquoi? Et c'est ce qui importe. Vous manifestez pourquoi? On a essayé de décrire naturellement. On a envoyé à la police de Berlin, c'est-à-dire la police régionale de Berlin, elle essaie de vérifier le contenu de ce que vous voulez dire et tout cela. Donc, ils ont validé. On leur a dit qu'on manifeste contre la dictature militaire en Guinée et surtout pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc, et déjà, quand c'est comme ça, c'est enregistré, c'est officiel. On sait que ce jour-là, il y a une manifestation contre un régime militaire, ils en sont conscients. Et donc, ils savent que ça ne va pas en Guinée. Pour le moment, ça ne va pas parce que eux-mêmes, ils sont au courant plus que nous de ce qui se passe dans nos pays parce que la plupart des ambassadeurs, c'est-à-dire de ces puissances-là, on sait qu'ils jouent aussi le rôle d'espion. Il faut l'admettre. C'est comme ça, normalement. Ça fait partie aussi du rôle d'un ambassadeur. En tout cas, d'une ambassade, ça a toujours été comme ça. Donc, du coup, pour nous, déjà, ça, c'est une grande réussite. C'est-à-dire qu'on essaie d'organiser une manifestation où on essaie d'annoncer aux autorités de l'État allemand qu'on manifeste parce qu'il y a une dictature qui est en place, enfin, qui a été mise en place en Guinée, où malheureusement on est en train de procéder à la birmanisation de l'État guinéen, c'est-à-dire à la birmanisation de la société guinéenne, où plus personne n'a le droit de s'opposer à ces militaires qui sont là. Lorsque tu portes une autre voix, lorsque tu as une voix dissidente, c'est-à-dire une voix qui ne respecte pas ce qu'eux, ils veulent, naturellement, c'est que tu es porté disparu. Et en plus de cela, tu es porté disparu, tu pars en prison ou on t'assassine tout simplement. Et là, nous sommes opposés, on a décrit, on a fait un mémorandum qu'on a envoyé aussi, c'est-à-dire aux officiels ici. Et donc, pour nous, donc ça déjà, c'est un grand pas. Parce qu'avant nous, le samedi d'avant, il y a le CNRD, c'est-à-dire les pro-CNRD qui ont manifesté, mais on était plus nombreux qu'eux. Donc ça, déjà, pour nous, c'est un acquis. Et surtout que pour nous, Berlin, c'est pas un terrain qu'on maîtrise et tout cela, parce que vous savez, l'Allemagne est très grande et la région de Berlin, on ne maîtrise pas forcément. On s'est quand même fait entendre parce que les jeunes sont conscients, sont venus d'un peu partout, sans un sou, Damaro. On ne leur a pas payé. Ils ont payé leurs frais et tout. Imagine-toi quelqu'un qui quitte la région de Bayern, ça fait plus de 700 km. Tu peux être en transport, tu arrives. Il faut vraiment être, c'est-à-dire il faut nous avoir confiance. Comment ça s'appelle? Être confiant aussi, être conscient que ça ne va pas dans notre pays, ça doit changer. Et donc voilà, pour nous, en tout cas, partout il y a eu les manifestations, que ce soit à Paris. Et mon frère Soirée a fait un très bon travail, Bobo Soirée, avec son équipe et tout. Donc, du côté de la Belgique, il y avait Aliou Baldi qui a fait un excellent travail aussi. Et du côté du Canada, il y a Diane Diallo qui a fait un excellent travail. Donc, avec leur équipe et tout. Donc, merci à tout le monde, en tout cas. Mais on continue, on ne s'arrête pas là. Cette synergie doit continuer. Nous, on n'a pas d'argent à donner aux gens. Ce qu'on a, c'est qu'on a notre conviction. On a des principes à défendre. On a des valeurs à défendre et c'est plus important.
Et dans une lutte, c'est ce qui importe le plus souvent. Comme le disait d'ailleurs Fidel Castro, il disait souvent, vous savez, lorsqu'on a mené la révolution, on a fait beaucoup d'erreurs. Mais ce qui est plus important en tant que révolutionnaire surtout, c'est le fait de ne pas trahir les principes et les valeurs. Nos principes, nos valeurs, on ne les a pas trahis et nous, on ne peut pas les trahir. Donc, nous sommes dans cette logique-là et c'est tant mieux pour nous. Donc, voilà. Mais le combat, il continue, ça ne s'arrête pas. Là. Les séries de manifestations seront encore annoncées et puis dans d'autres villes en Allemagne et ailleurs aussi, ça va se faire. On va continuer dans cette dynamique. Voilà. Voilà, merci. Ce qui est vraiment, en tout cas, bien compris. Nous avons vu les images et ça a été une réussite. Et de l'autre côté, ceux qui ont payé même des étrangers pour aller voilà, gonfler le nombre des partisans du parti au pouvoir, nous avons vu quelques réactions sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qu'on a payés pour aller chercher des Africains un peu partout en Europe, voilà, du côté de Paris, et on a vu comment ça s'est terminé. Et comme vous êtes journaliste vous avez dit vous êtes journaliste de formation et vous faites de la politique. Aujourd'hui, si on vous posait la question, quel est votre point de vue aujourd'hui sur la gestion du CNRD et sur la suspension des partis politiques en général, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? D'abord, vous savez, d'abord, moi, je fais partie de ces gens. Le lendemain même du coup d'État, j'ai écrit un article intitulé, vous pouvez le lire et tout, c'est-à-dire c'est sur Google, intitulé Le coup d'État militaire en Guinée, un mal nécessaire, point d'interrogation, je me suis interrogée en fait. Parce que vous savez, en tant que politologue de formation, même pas parce que je suis journaliste, mais en tant que politologue de formation, et pour nous, le coup d'État, c'est un recul démocratique. Le coup d'État, pratiquement, c'est-à-dire on essaye de mettre fin, on essaye de bloquer un processus de démocratisation qui est engagé, qui est en cours. Et lorsqu'un coup d'État intervient, c'est que le processus qui a été enclenché pour essayer de permettre la consolidation d'un système démocratique devient tout de suite interrompu, il devient tout de suite bloqué. Donc, c'est-à-dire, c'est encore, on recommence à zéro. Alors, en tant que politologue, c'est que nous savons que ça, ce sont des choses qui, c'est-à-dire qui n'arrangent pas, en tout cas, qui ne permet pas la consolidation de la démocratie, surtout en Afrique, parce qu'on n'a eu que très peu de coups d'État salvateurs dans notre sous-région africaine, c'est-à-dire c'est le coup d'État de Jerry Rawlings que personnellement j'ai côtoyé, que j'ai interviewé aussi en 2006, ou encore de Thomas Sankara. À part ces deux coups d'État-là, dans la sous-région ouest-africaine, on n'en connaît pas. Tous les coups d'État, malheureusement, ont toujours essayé de tourner à l'aigre pour le peuple, c'est-à-dire pour les peuples concernés, et c'est pourquoi, personnellement, je me suis interrogée et j'avais appelé dans cet article-là, j'avais appelé l'opposition surtout à faire preuve de vigilance, de ne pas céder, c'est-à-dire forcément dans l'euphorie, parce que c'est important d'analyser la situation, d'être prévenant, surtout aussi quand je me suis intéressée au passé de celui qui est là aujourd'hui, il est ancien légionnaire et tout, c'est-à-dire d'une armée étrangère, d'un pays étranger, d'un pays qui nous a colonisés, d'un pays qui a été une puissance dominante et tout, et donc un pays avec lequel on n'a pas eu forcément une rupture saine, parce qu'on a préféré la rupture avec ce pays-là, mais eux, ce pays n'a pas quand même apprécié cette rupture. Et moi, étant une panafricaniste convaincue, je me suis interrogée, c'est pourquoi je suis allée fouiner dans son passé, je me suis dit, là, ça sent pas bon. Mais c'était un moment où tu ne pouvais pas aussi essayer de dire, tout, c'est-à-dire tout, parce qu'en parlant déjà, les gens étaient dans l'euphorie, il y avait trop de choses. Après, tu te faisais taper dessus. Mais tout de même, je l'ai dit, j'ai parlé, j'ai défendu cette position-là. Donc, alors, ma position n'a pas changé depuis lors, parce que j'ai aussi prévenu, j'ai dit, ce qui se passe dans ce pays-là, à l'État, c'est-à-dire dans les temps, il y a cela 3 ans, j'avais même aussi écrit un article pour dire les signes avant-coureurs, comment ça s'appelle, d'un projet de confiscation du pouvoir. Et nous sommes à l'état actuel dans cette situation-là. C'est-à-dire, ce qui se passe, personne ne peut être content, personne ne peut apprécier si tu es vraiment normal, si tu n'es pas atteint de ce qu'on appelle une déficience morale et mentale, et si tu n'es pas issu de ce qu'on appelle de la satrapie. Donc, toute personne consciente, toute personne normale, toute personne qui aime la Guinée, qui aime les Guinéens, qui veut que ce pays-là aille de l'avant, qui veut qu'on arrive à avoir enfin,
c'est-à-dire une stabilité politique, institutionnelle et tout, c'est que la personne ne peut se réjouir de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Parce que comment on peut dire, on fait un coup d'État, on vient, c'est-à-dire c'est parce que la situation était invivable. D'accord, la situation était invivable. Maintenant, vous faites le coup d'État. En même temps, vous venez, vous faites pire que ceux qui étaient là. C'est-à-dire, vous faites comment, des pratiques, vous essayez d'épouser les pratiques plus graves que celles qui étaient là. Comment on peut expliquer cela? C'est que ça signifie tout simplement que le projet n'était pas de ramener la stabilité politique en Guinée. Le projet n'était pas de contribuer à la consolidation du processus de démocratisation dans notre pays. Le projet, c'était tout simplement de birmaniser la Guinée. Le projet, c'était tout simplement, c'est-à-dire de faciliter le retour de la Guinée dans le giron de la France-Afrique, c'est-à-dire de permettre naturellement à la France de nous mettre sous tutelle, d'avoir une même mise sur nous, et c'est ce qui se passe malheureusement. Parce que, regardez les disparitions forcées. Peut-on essayer c'est-à-dire de faire un coup d'État pour essayer de procéder en moins de 4 ans, assassiner plus de 67 jeunes qui se sont opposés à ce pouvoir, essayer d'assassiner les valeurs sûres de la République comme les généraux Saliba Koulibaly, les docteurs Dubaté du côté du Cancan, essayer d'enlever des journalistes. Je pense ici à mon collègue Habib Marwan, qui est un ami aussi, qu'est-ce que Habib Marwan a fait? Sa seule arme, c'était sa plume, et puis en même temps, ça c'est prise d'opposition, pas plus. Alors, comment dans un état normal, c'est-à-dire où on se dit que voilà, je fais un coup d'État, ce coup d'État doit être la fin de tout le mal qu'on a, les cycles de violence et tout cela, comment on peut procéder à un tel coup d'État, en même temps on kidnappe des simples journalistes, on suspend les médias, on censure, on a même coupé Internet dans notre pays. Donc, ça veut dire que quand on essaie d'analyser tout cela, on essaie de regarder tout cela, on se dit que c'est que rien ne va dans notre pays, c'est seulement ce qui s'est passé. Nous sommes dans le changement, c'est un changement dans la continuité. Ça dit la situation s'est plutôt aggravée, la situation s'est empirée parce que le pays, économiquement parlant, ça dit quand tu regardes aujourd'hui, le pays est à sec. Le pays est à sec. J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux où on disait que du côté de Symphonia, 1 litre d'essence coûte 150 000 francs. Mais attends, ça déjà, vous voyez un tout petit peu comment est la situation, comment la situation économique de notre pays se présente. Vous tous, Damaro, vous avez vu, vous avez même commenté aussi parce que je suis vos lives. Vous avez vu ce qui se passe avec cette crise de liquidité dans notre pays. Ce que les gens oublient de mentionner le plus souvent, quand on parle de crise de liquidité, surtout dans les pays africains, c'est qu'il y a un déficit, il y a un problème de déficit budgétaire qui s'oppose. Maintenant, quand c'est comme ça, pas qu'ils ont vidé les caisses de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent. Oui. On allait en venir. Ça, c'était une question spéciale là-dessus. Okay. Et voilà, comme vous avez touché aussi la deuxième question concernant la liberté d'expression, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au président de la HAC, Boubacar Yassine? Je pense que vous devez bien le connaître. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui sur la liberté de presse aujourd'hui en Guinée? La liberté de presse, pour moi, pour le moment, en Guinée, on ne peut pas parler de liberté de presse. Lorsqu'on essaie de suspendre les médias à tout va, lorsqu'on essaie d'intimider les médias, lorsqu'on essaie de faire, c'est-à-dire une conférence, on interdit aux médias de tendre le micro, c'est-à-dire aux partis politiques. C'est que dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'opinion et d'expression dans notre pays. Boubacar Yassine Diallo, c'est que personnellement, je ne suis pas dessus de son attitude parce que vous savez, les Boubacar Yassine Diallo font partie de ce système-là qui a été mis en place depuis, 58 pour permettre naturellement, c'est-à-dire à une petite faction d'élite de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire de profiter des richesses de notre pays parce que pour ces gens-là, la Guinée, c'est un gâteau qu'il faut se partager. Donc, je suis plutôt indignée de par son attitude, parce qu'il fait partie de ces gens quand même qu'on connaissait sur la scène, c'est-à-dire sur le paysage médiatique guinéen depuis très longtemps. Toute petite, j'ai grandi avec ce nom-là en Guinée, tout le monde connaissait son nom, et qu'il essaie de devenir aujourd'hui une personne qui cautionne les bavures dans ce pays, une personne qui cautionne à ce qu'on essaye de mettre fin à la liberté d'opinion et d'expression, qu'on essaye d'embrigader carrément le pays et puis les médias de par sa faute, parce qu'il est avide de pouvoir, parce qu'il est avide d'argent, parce il est avide de privilèges.
c'est-à-dire parce qu'il pense à son intérêt, à l'intérêt de son clan. C'est que c'est très tragique, c'est très dramatique, c'est très pitoyable pour notre pays. Donc, pour moi, ce monsieur, de toutes les façons, c'est une déception. Il est plus qu'une déception programmée de l'histoire des médias de notre pays. Et j'espère que l'histoire va le juger. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, il est donc à la base, il cautionne la disparition des journalistes comme Habib Marwan, il cautionne la fermeture des médias, il cautionne donc qu'on mette au chômage plusieurs jeunes Guinéens qui travaillaient dans ces médias-là. Quand je pense à Dioma, à la radio Dioma, je pense à la radio film, je pense à la, ça dit encore à, comment ça s'appelle, à d'autres radios dans notre pays où des jeunes gens travaillent dans ces radios. Ça leur permettait de vivre pratiquement dignement, c'est-à-dire cet argent qu'ils gagnaient là-bas, ça leur permettait pratiquement de subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là sont au chômage. Et nous savons pertinemment que la Guinée, c'est un État qui ne donne pas le travail aux jeunes. C'est un État qui est incapable même, c'est-à-dire de générer du travail, parce que lorsqu'on n'a pas de plan, lorsqu'on n'a pas un programme pour permettre de lutter contre le chômage, pour permettre de créer des emplois. On ne met pas les conditions nécessaires pour faciliter aux jeunes d'avoir accès aux emplois. C'est-à-dire pour avoir un emploi même au sein de l'État, il faut avoir ce qu'on appelle de la vitamine B. Il faut appartenir à ce clan factionnel-là. Si tu n'es pas dans ce clan, c'est que tu ne peux pas avoir un emploi. Alors, comment peut-on fermer, par exemple, les médias? Et Boubacar Yassine Diallo cautionne cela. C'est-à-dire, il cautionne cela, et ce qui même m'a sidéré, c'est lorsqu'il a fait encore, comment ça s'appelle, une réunion où il essaie d'interdire aux médias de tendre le micro, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, à l'opposition. C'est-à-dire à l'opposition. Est-ce que ça, c'est son domaine? Il est en train d'outrepasser, comment ça s'appelle, ses prérogatives. Ça, c'est pas ses prérogatives-là. Quand il est le régulateur normalement, c'est-à-dire des médias, le mode de fonctionnement des médias. Lorsqu'il y a des, comment ça s'appelle, il y a des bavures, c'est-à-dire de la part des journalistes. Les journalistes essaient aussi d'outrepasser, c'est-à-dire leur rôle. Là, il peut essayer naturellement de les avertir. On peut les avertir, on peut étudier, par exemple, quand je fais un article qui ne colle pas, un article peut-être qui incite à la haine, qui incite à la division, qui peut essayer de remettre en cause l'instabilisation, la stabilité du pays, par exemple. Ou c'est des choses, on peut essayer d'avertir la personne. Ça, normalement, tout ça là, c'est réglementé par nos lois et tout. Et c'est pourquoi, tu sais, je ne sais pas si je dois en parler, parce que je crois que tu avais posé aussi la question concernant la suspension des partis. Parlant de la suspension des partis, Damaro, voilà ce qui prouve que réellement nous ne sommes plus dans une démocratie. C'est-à-dire on ne peut pas être on ne peut pas suspendre les partis, parler de démocratie, parce que les partis politiques, c'est la pierre angulaire d'un système démocratique. Qui parle de démocratie parle de partis politiques. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de multipartisme. On ne peut pas donc interdire les partis politiques et puis revenir nous parler de constitution, revenir nous parler, comment ça s'appelle, de référendum. Et c'est pourquoi je vous dis, ce que ces gens, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que lorsqu'on parle de démocratie, lorsqu'on parle de référendum, c'est qu'on parle d'abord de partis politiques. S'il n'y a plus de partis politiques, les partis politiques sans doute ne sont pas sains. Les partis politiques font des erreurs. Les partis politiques, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais ce n'est pas une raison d'interdire les partis politiques si l'on veut parler de démocratie. On ne peut pas, c'est-à-dire la démocratie et les partis politiques vont de pair. Encore une fois, les partis politiques, c'est non seulement la pierre angulaire de la démocratie, d'un système démocratique. Sans les partis politiques, on ne peut pas du tout parler de démocratie. Donc, il faut que les Guinéens soient, c'est-à-dire conscients d'une seule chose. Ce référendum-là, le référendum qui est en train de s'organiser, vous savez, le référendum est devenu l'instrument favori de tous les despotes de notre, c'est-à-dire de notre, sur le continent. C'est la question, voilà, vous venez de toucher. Pour vous, aujourd'hui, cet référendum que le CNRD est en train, voilà, de battre campagne pour l'organiser, quel est votre point de vue là-dessus, de façon générale? Oui, vous savez, d'abord, on ne peut pas parler, c'est-à-dire d'un référendum, lorsqu'on constitue même, c'est-à-dire en soi, une entrave à la démocratie.
Le CNRD constitue en soi une entrave à la démocratie. Le CNRD est antidémocratique. Le CNRD, c'est-à-dire, a des relents despotiques. Le CNRD a des relents autoritaires. Lorsqu'on a des relents autoritaires, lorsqu'on a des relents antidémocratiques, on ne peut pas essayer de parler de référendum. Mais sur quelle base? Le référendum, normalement, c'est la voix du peuple. C'est-à-dire, on se sert en principe de la voix du peuple pour essayer de demander son avis par rapport à, c'est-à-dire par rapport naturellement à une décision si importante qu'est la Constitution. La Constitution, en principe, c'est comme le testament, c'est comme la Bible, c'est comme pratiquement le Coran, c'est comme le Testament et tout ça écrit qu'on doit, c'est-à-dire qu'il doit avoir un caractère de sacralité et tout. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas en principe violer. C'est pourquoi on essaie de faire recours au peuple pour se prononcer sur la validité, c'est-à-dire sur la validité, comment ça s'appelle, d'une constitution. Maintenant, ce qui se passe là, lorsque quelqu'un même a un problème de respecter les lois de la République, dans une situation, il parle toujours, nous sommes dans une situation d'exception et ainsi de suite. Lorsqu'ils ont été incapables de respecter même la charte de la transition qu'eux-mêmes ils ont écrit sans consulter, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, disons, c'est-à-dire toutes les personnes qui devraient être normalement concernées, ils ont écrit une charte. La charte là, ils l'ont pas respectée. Depuis qu'ils sont là, ils essaient de violer permanemment cette charte. Depuis qu'ils sont là, ils violent en permanence les lois de la République. Comment on peut nous parler encore de constitution ou encore de référendum? C'est que le problème encore, c'est-à-dire, je l'ai toujours dit, l'Afrique a deux problèmes, deux gros problèmes qu'on a en Afrique. Il y a non seulement le problème d'applicabilité des lois qui pose problème, aussi il y a le caractère despotique de notre élite. Donc, quelqu'un qui a déjà un caractère despotique ne peut pas favoriser l'instauration d'un système démocratique, quel qu'en soit le pays. C'est pourquoi, c'est-à-dire, pour moi, ça n'a pas de sens. Ils sont juste en train de, c'est-à-dire, de gagner en temps pour essayer de faire comprendre à leur maître, parce qu'ils veulent mettre la Guinée sous tutelle. La Guinée est déjà en phase d'être sous tutelle c'est-à-dire de la France, il faut l'admettre. Donc, ils sont en train de jouer, c'est-à-dire sur le temps, pour essayer de faire croire à leur maître, mais écoute, ils sont quand même respectueux des principes fondamentaux de la démocratie en organisant le référendum. Alors qu'au fond, non seulement ce référendum-là, qu'on participe ou pas, ils vont essayer de plébisciter le oui. Donc, ce sera une sorte de plébiscite. Donc, parce que ce référendum, pour eux, c'est une façon c'est non seulement de gagner de la légitimité auprès de la fausse communauté internationale, qui est là, malheureusement, qui est indifférente de la situation qui se passe dans notre pays, mais aussi et surtout, c'est une façon pour eux de gagner en temps et de gagner une fausse légitimité pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir confisquer un pouvoir, malheureusement, qui ne leur appartient pas. Donc, du coup, ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire d'aller participer à un tel, c'est-à-dire à un tel référendum, et surtout pour plébisciter une constitution qui ne nous ressemble pas, qui ne nous rassemble pas, parce que encore une fois, c'est quoi l'objet d'une constitution? Une constitution est là, c'est pour essayer de réglementer, c'est-à-dire les différentes institutions d'un État, pour essayer de procéder à des limites, pour essayer de guider l'État, comment l'État doit fonctionner, comment le peuple aussi doit considérer, comment ça s'appelle, quelle est la position que le peuple doit avoir vis-à-vis de ses gouvernants. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on implique même, est-ce que ces gens-là tiennent même compte de ce que le peuple de Guinée veut? Non. Est-ce que les gens-là sont à l'écoute du peuple? Est-ce que ces gens-là ont le sens de l'écoute? Ils n'ont pas le sens de l'écoute, Damaro. Ces gens-là, c'est-à-dire ce que le peuple veut, la volonté du peuple ne compte pas. C'est-à-dire ce n'est que leur volonté qui compte. Et dans une telle situation, ça ne sert à rien de participer à un tel référendum. Mais je me dis, ils sont en train de se tirer les balles sous pied. Parce que, encore une fois, quelles qu'en soient les circonstances, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la durée, ils doivent comprendre que le combat qu'on a mené pour avoir ce peu de démocratie-là, c'est-à-dire ce peu de liberté qu'on a eu depuis tous, c'est-à-dire depuis ces années-là, je vous jure, le peuple n'est pas prêt à céder. C'est vrai qu'ils essaient aujourd'hui de birmaniser la Guinée. Ils essayent aujourd'hui, comment ça s'appelle, d'étouffer complètement, que ce soit les partis politiques, que ce soit, c'est-à-dire les organisations syndicales avec l'achat de conscience.
Et c'est surtout ça. Ils essayent de nous imposer une précarité matérielle pour que nous soyons dans une situation où le peuple est tellement affamé. Parce que quand on affame le peuple, quand nous sommes dans une précarité matérielle, c'est-à-dire indéfinie, c'est clair que les gens vont tenter, c'est-à-dire seront contraints à se soumettre à leurs vœux. Mais tout le monde ne peut pas se soumettre à leurs vœux. Tout le monde ne peut pas accepter cette dictature-là, cette déviation-là, cette transition trompe-l'œil-là. Le peuple, c'est-à-dire, c'est pas tout le peuple qui va accepter cela. Il faut que cela soit clair. Donc, tôt ou tard, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances qui vont conditionner la vie des Guinéens, je vous le jure, on va se lever. Je vous le jure, c'est-à-dire, ils n'auront pas le dernier mot dans ce pays.